C'est effectivement un spot qui va en fait réagir à la musique. Alors, on a déjà fait un truc qui réagit à la musique au premier semestre avec le fameux bar graphe qui montait plus ou moins haut, suivant que la musique était plus ou moins forte. Là, on va aller un petit peu plus loin dans la subtilité, c'est-à-dire qu'on va réaliser un système avec deux spots, et il y aura un spot qui va battre au rythme des graves et un spot qui va battre au rythme des aigus. Donc pour réaliser ce spot, on va passer par trois cartes de traitement. Ces trois cartes, en fait, il y en a une, la première va travailler avec de l'électronique analogique, AOP, filtre, résistance, condo, de l'électronique analogique pure. La deuxième carte va réaliser, après un petit traitement analogique, elle va surtout réaliser le traitement en numérique, avec une petite carte microcontrôleur spécialisée. Et puis la dernière carte sera une carte d'électronique, ce qu'on appelle d'électronique de puissance. On va d'abord voir ce qu'on appelle un synoptique. Alors un synoptique, c'est un schéma fonctionnel de l'ensemble du système. Vous allez vite comprendre ce que c'est s'il y en a qui ont des doutes. Et pour rentrer dans la compréhension de la première carte en électronique analogique, on va revenir un petit peu sur le pont diviseur, sur les filtres passifs et sur les filtres actifs avec des AOP, bien sûr. Alors la carte 1, eh bien, comme on vient de le dire, le spot disco, on pourrait faire différentes choses, mais là l'objectif c'est d'avoir un spot qui réagit à la partie grave des sons et un spot qui réagit à la partie aiguë. Donc la première étape à faire, c'est à partir du son de faire un filtrage et une amplification, passe bas pour pouvoir travailler que les graves et passe haut pour pouvoir travailler que les aigus. Ampli aussi, pas que filtrage, parce que tout simplement, notre son qui va sortir de votre téléphone, d'un PC, voilà, la source de son que l'on va utiliser comme signal d'entrée, c'est un signal, c'est une tension électrique qui a une valeur d'amplitude relativement faible, quelques centaines de millivolts, 0,5 volts, grand maximum 1 volt. Et comme on va traiter tout ça avec une carte électronique informatique qui réagit plutôt à du 5 volts, eh bien il faut amplifier le son reçu pour que ça soit suffisamment sensible. Bon, c'est une boîte, notre filtre, évidemment, donc comme je viens de vous le dire, il va recevoir, ma souris, voilà. Il va recevoir notre filtre, notre carte 1, et bien évidemment en entrée, elle va recevoir le son stéréo, que j'ai représenté, un son qui est référencé à la masse, et qui a le petit 2, ça veut dire qu'en fait il y a deux fils, puisque on va utiliser à nouveau une entrée stéréo avec un son de droite et un son de gauche. Bien entendu, on l'additionnera à l'intérieur pour réagir aussi bien à la droite qu'à la gauche. On va traiter donc en passe bas, passe haut et amplifier pour obtenir deux sorties. Une sortie où il n'y aura plus que les aigus amplifiés et une sortie où il n'y aura plus que les graves amplifiés. Alors bien entendu, comme on va faire du filtrage actif avec des AOP, comme vous me l'avez dit, évidemment, ça veut dire que notre carte, il faut qu'elle reçoive une alim. Et les AOP, ça fonctionne bien, facilement, avec des alimentations plus ou moins, donc on aura aussi à prévoir une entrée d'alimentation plus 15, moins 15, 0 sur notre carte. Et ce que je représente ici, c'est qu'en sortie de notre carte, on a le son qui est vraiment la partie utile, c'est pour ça qu'on fait notre carte, mais on va aussi rebalancer le 15 volts que la carte reçoit et rebalancer le 0 volt que la carte reçoit pour aller en profiter, pour aller alimenter la carte suivante. Bien, la carte 2, elle va permettre de détecter l'amplitude, parce qu'en fait, nous, on veut pas réagir à tout le son tel qu'il va être, qu'il soit grave ou aigu, mais on veut savoir si ce son est plus ou moins grand, si les graves sont plus ou moins forts, si les aigus sont plus ou moins forts. Donc, on va faire ce qu'on appelle, elle m'agace cette souris, on va faire ce qu'on appelle une détection d'amplitude, c'est-à-dire une mesure du volume. Mais après, derrière, on va faire le fameux traitement numérique qui va nous permettre de finir cette détection d'amplitude, cette mesure de l'amplitude, et puis de transformer
le son grave et aigu que l'on reçoit en entrée de la carte, de le transformer en signal MLI. Non, une modulation de largeur d'impulsion qui réagira à l'amplitude des graves et bien sûr une modulation de largeur d'impulsion qui réagira à l'amplitude des aigus. Donc la MLI, c'est un signal carré qui fait soit 0, soit 1, donc par exemple soit 0, soit 5 volts. Et en fait, c'est ce que tu as dit, hein, la largeur de l'impulsion, c'est-à-dire en fait la durée pendant laquelle le signal carré est à 1, ce n'est pas un carré qui est aussi longtemps à 1 qu'il est à 0, ce qu'on appelle le rapport cyclique. Oui, au lieu d'être constant et être égal à 1,5 par exemple, quand on fait ça avec un GBF de manière basique, eh bien on va avoir cette durée à 1 qui va varier et qui va varier en fonction de la grandeur que l'on veut transporter dans cette MLI, que l'on veut coder par cette MLI, que l'on veut représenter dans la MLI. Donc là, ça sera un rapport cyclique, une durée à 1 qui variera en fonction de l'amplitude des graves, et puis d'un côté, et puis de l'amplitude des aigus de l'autre. Alors bien entendu, comme c'est là aussi un système électronique qui traite de l'information, et notamment par un microcontrôleur programmable, bien entendu, elle a besoin d'alim. Ce qui fait que notre carte, eh bien, justement, elle va devoir aussi recevoir du 15 volts de l'alimentation qui viendra de la carte précédente, et puis on en profitera pour la véhiculer aussi vers la sortie, vers les sorties pour la réutiliser par la troisième carte. Et la carte 3, eh bien la carte 3, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'étage de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, les signaux, donc elle va recevoir, bien sûr, voilà, je mets les trucs, hein, elle va recevoir de l'alimentation, parce qu'il faut qu'elle fournisse de l'énergie. Elle va recevoir la MLI des graves et des aigus de la carte précédente, mais ces signaux MLI, ces signaux carrés que va fournir le microcontrôleur, ce sont des signaux sur lesquels on ne peut pas tirer de courant, très très peu. Et on va y mettre en sortie un spot, et donc évidemment ces spots, ils demandent un courant non négligeable, un courant qui est beaucoup trop fort pour que ce puisse être le microcontrôleur qui le fournisse. D'où l'utilisation d'un étage de puissance qui va permettre permettre de fournir la quantité, les watts, l'énergie qu'ont besoin les spots pour fonctionner correctement, sans vraiment tirer d'énergie sur le microcontrôleur qui fournit la commande, qui fournit le pilotage. Hein, c'est pour ça que je dis, on le fera avec des transistors MOSFET qui vont être pilotés par la MLI. Donc maintenant, on peut voir bien sûr ce que ça va donner au niveau du synoptique général. Vous avez bien compris que finalement, tout va se cascader tranquillement les uns derrière les autres. Donc vous voyez l'intérêt aussi, du coup, c'est que c'est uniquement la première carte qui va recevoir la lime. Et par une astuce comme ça, il n'y a pas besoin d'envoyer la lime à chaque fois par des fils sur les différentes cartes. C'est qu'en même temps que la première carte qui reçoit la lime traite une première fois le son, il va aussi distribuer la lime à la deuxième, qui elle-même va la distribuer à la troisième. Donc ça, c'est pour une question d'éviter d'avoir des fils de partout. Et on retrouve donc le cheminement logique si on veut réaliser ce fameux spot disco, le son, la musique que l'on est en train d'écouter, par le filtrage, on en prélève d'un côté les graves, de l'autre côté les aigus, on mesure l'amplitude des graves et l'amplitude des aigus, on transforme cette amplitude en MLI, et le signal MLI, on lui donne de l'énergie, on lui donne de la puissance, on fait en sorte qu'il ait de la puissance disponible pour pouvoir venir faire allumer les spots plus ou moins forts en fonction de l'amplitude, en fonction de la durée de la MLI à 1, et donc c'est-à-dire indirectement de l'amplitude du son grave et de l'amplitude du son aigu. Ce qu'on va faire aussi, c'est que, en fait, là, pareil, l'idée, c'est qu'au lieu de mettre des fils longs entre chaque carte, évidemment, tout ça, ça va nous permettre, cette façon de transmettre les signaux de l'un à l'autre et de transmettre l'alimentation de l'un à l'autre, ça va nous permettre de les assembler beaucoup plus proches et de réaliser un bloc unique
où au final, après toutes les différentes étapes de traitement, il n'y aura plus qu'à avoir le son qu'on branche dessus, et puis et de regarder les spots réagir correctement au grave ou au aigu. Ici, on voit les 3 cartes. Vous voyez, la première ici, qui est assemblée avec la deuxième ici. Voici la petite carte avec un composant programmable pour le traitement numérique. Ouais. Et la troisième carte, celle où il y a les transistors. Les transistors sont là. On a l'entrée son qui va être ici, pour mettre un jack stéréo. Et ici, on a les 2 borniers de sortie sur lesquels on va pouvoir brancher les spots lumineux. Un pour le grave, un pour les aigus. Voilà, ça règle la sensibilité de l'ensemble. Ici, on peut voir le bornier qui va recevoir les 3 fils d'alimentation 0, plus 15, moins 15. Là, un AOP qui fera un filtre actif, qui participera au filtre actif pour faire les graves, un pour faire les aigus, comprenez? Ici, c'est un petit système, c'est un petit régulateur qui permet de passer de 15 volts à 5 volts pour faire marcher la petite nano. Là, c'est un tout petit traitement analogique pour commencer à extraire correctement, non pas le son, mais l'amplitude du son, grave et aigu. Lui, il traite, il fournit de la MLI, et cette MLI va faire conduire ou pas, avec le rythme, voilà, va faire piloter le transistor de puissance, qui lui va donc fournir le courant aux sorties, en prélèvement bien sûr ce courant de l'alimentation. Ici, c'est le bornier d'Alim, et vous voyez que la piste, le 15 volts et le moins 15 est évidemment utilisé pour tout ça, pour l'électronique avec les AOP, mais ce qu'on fait, c'est que on le prélève et on le prolonge pour que ça soit distribué dans les autres cartes, et pareil le 0 volt pour qu'il soit distribué dans les autres cartes. Et vous voyez que l'idée, c'est de retrouver quelque chose de compact sans qu'il y ait plein de fils de partout, donc de faire la même chose que vous étiez tous censés faire au semestre 1, c'est-à-dire d'avoir des cartes qui sont faites de manière isolée, indépendante, puis quand on a fini, de les assembler pour faire comme si on n'avait réalisé qu'une seule carte, en les soudant avec du gros fil rigide. Bien entendu, on les soude pour transmettre le 0 et le 15 volts, mais bien entendu, au milieu, on transmet aussi le son grave, le son aigu, la MLI des graves, la MLI des aigus. Alors le pont diviseur. Bon, vous reconnaissez le schéma d'un pont diviseur. Très important, un pont diviseur qui se présente comme ça. Ici, un pont diviseur ne fonctionne correctement comme un pont diviseur que si le courant qui sort de ce fil est nul. Donc vous vous rappelez de la formule, le pont diviseur, eh bien, ça nous dit la tension Vs vaut R2 sur R1 plus R2 VE, mais il ne faut pas la prendre comme ça. Je vous rappelle qu'en fait, le pont diviseur, ça veut dire que la tension qu'on appelle ici d'entrée, en fait, c'est qu'on parle de la tension qui est appliquée sur les 2 résistances en série, et qu'on va calculer la tension aux bornes d'une seule, la tension aux bornes d'une résistance. Et notre formule nous dit en fait que la tension aux bornes d'une seule résistance, la tension sur une résistance, est égale à la valeur de cette résistance que divise la somme des 2 résistances. Encore, ça, c'est ça, la résistance, que divise la somme des 2 résistances, le tout fois la tension qui est appliquée sur l'ensemble des 2 résistances. C'est bien comme ça qu'il faut la comprendre et pas comme une formule conne, parce que le jour où on vous change les lettres, vous êtes perdu. Maintenant, c'est bien joli, mais le pont diviseur, on va quand même essayer maintenant de le comprendre un peu plus intuitivement. Alors évidemment, partout maintenant, on va toujours rappeler que tout ce qu'on dit n'est valable que si là, il n'y a rien, parce que ce pont diviseur, il va être branché sur autre chose d'électronique, et il faut que ce courant soit nul, ou en tout cas négligeable. Premier cas de figure, que se passe-t-il si les 2 résistances sont égales? Quand les 2 résistances sont égales, le raisonnement est simple. Les 2 résistances sont égales. VE est appliqué sur 2 résistances. VS n'est que sur une seule résistance. Donc évidemment que la tension sur une seule résistance est la moitié de la tension appliquée sur les 2 résistances, puisqu'elles sont égales. Ici, c'est R1 qui est beaucoup plus petit que R2.
cette résistance est beaucoup plus petite que celle-là. C'est-à-dire, prenons un cas limite, avec R1 qui est beaucoup plus petit que R2, en disant que R1, elle devient quasiment nulle, et R2 devient infini. Alors, qu'est-ce qui va se passer? R1 devient toute petite, on va dire nulle, pour dire on a un cas facile à raisonner, et R2 devient très grande, on va dire l'infini, pour faire un cas facile à raisonner. Évidemment, en fait, c'est valable dès que R1, vous rectifiez, dès que R1 est très petit devant R2. On peut considérer ça. Et donc, forcément, VS égale VE. Et le cas complémentaire, bien sûr, là, j'ai inversé les inégalités. Maintenant, si on considère que R1 est très très grand devant R2, c'est-à-dire qu'à limite, R1 est très grand, on va dire infini, et R2 est très petit, on va dire 0. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? Faut se le mettre, ça, quand on a bien compris, on le voit sans le dessiner, mais le premier coup, on n'hésite pas à le dessiner. R1 devient énormément grande par rapport à R2. R1, on peut le remplacer par un truc qui est ouvert. R2 par un truc qui est fermé, par un court-circuit. VS devient la tension aux bornes d'un fil. La tension aux bornes d'un fil, c'est 0. VS est égal à 0, quelle que soit l'entrée. Parlons des filtres passifs. Alors les filtres passifs, vous en connaissez plusieurs, vous en avez vu au premier semestre. On va présenter les deux montages classiques du filtre passif, celui-là et celui-là, fait juste avec un condo et une résistance, d'accord? Dans un cas de figure, et on permute dans l'autre cas. Alors comment retrouver qui est qui? Simplement. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ici, que ce soit dans ce cas de figure ou dans ce cas de figure, on est sur un principe de pont diviseur. Un composant. Bien entendu, toujours si le courant peut être considéré en sortie comme nul. Alors, quel est le raisonnement à appliquer? C'est le suivant. Un condensateur, il a une impédance qui vaut 1 sur JC oméga. Vous connaissez la formule. C'est l'impédance complexe, mais ça veut dire que son module, c'est 1 sur C oméga. Son module, quelque part, c'est ce que ça vaut en ohms. Ça veut dire qu'un condensateur, on peut dire que c'est comme si c'était une résistance qui valait 1 sur C oméga de valeur ohmique, son module. D'accord? Et que donc forcément, on voit qu'un condensateur, c'est un dipôle, un truc avec deux bornes, et qui se comporte comme une résistance, mais une résistance qui n'a pas la même valeur en fonction de oméga. Et bien entendu, soit le oméga est très petit, et ici on peut voir que si le oméga est très petit, 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça fait combien? Ça fait l'infini. 1 sur 0, ça fait l'infini. Donc quand on est en basse fréquence, quand le oméga est petit, notre condensateur est équivalent à un circuit ouvert. Et à contrario, quand oméga est grand, quand on est en haute fréquence, 1 sur quelque chose de grand, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc en ohms, il équivaut à 0 ohm, c'est-à-dire un fil. On vous l'a déjà expliqué ça. Hein. Et évidemment, du coup, ça veut dire que notre montage qui est là, quand on est en basse fréquence, le condensateur, c'est comme s'il n'y avait rien. Et du coup, comme il y a 0 ampère, s'il y a 0 ampère, il n'y a pas de perte de tension dans la résistance, VS est égal à VE. Donc en basse fréquence, l'entrée passe à travers sans être atténuée. Et en haute fréquence, notre condensateur devient un court-circuit. Donc, quel que soit ce que tu mets à l'entrée, si là il y a un fil, VS vaut 0. Donc les basses fréquences passent sans être atténuées, les hautes fréquences passent en étant complètement supprimées, la sortie devient nulle, quelle que soit l'entrée, ça veut dire que c'est impasse. Et dans l'autre cas de figure, c'est la même chose, sauf que maintenant, en basse fréquence, le circuit est ouvert ici, donc si là le circuit est ouvert, eh bien là on a une tension où il n'y a aucun courant qui passe dans la résistance. Si U égale RI, si le courant est nul, la tension est nulle au bord de la résistance. Bon bref, la tension E, c'est branché dans le vide, donc il n'y a rien qui passe, forcément. Donc en basse fréquence, la sortie vaut 0. L'entrée ne traverse pas le filtre en basse fréquence. Et de l'autre côté, cette fois, quand on est en haute fréquence, on a un fil. Si là, j'ai la sortie, si là, j'ai un fil, ça veut dire que l'entrée est reproduite sans atténuation vers la sortie. Le signal d'entrée traverse le filtre sans être atténué en haute fréquence. Donc c'est un passe haut. Alors, ce qui fait qu'évidemment, on est d'accord que pour extraire les graves, si je mets un filtre passif, je vais pouvoir extraire les graves. On est là, ouais.
ça fera un premier ordre. J'en mets 2, ça fait un deuxième ordre, etc. Et puis, je n'ai qu'à utiliser une structure comme ça pour extraire les aigus. Hein, et puis 2, s'il faut que j'extrais avec un deuxième ordre pour la suite. Monsieur? Oui. Mais là, on avait dit qu'on utiliserait du deuxième ordre. On va dire que là, ça reste du premier. Donc, Ah, là, c'est du premier. ouais. Ouais. Mais je peux en mettre un deuxième. Ça fera du deuxième ordre. Ah, si on enchaîne deux, ah d'accord, ok, j'ai compris. Voilà. OK. Bon, sauf que Ah, si j'en enchaîne un deuxième juste derrière celui-là, qu'est-ce qui va se passer? bah, ça va s'additionner. Non? Bah, Non. parce que il y aura l'effet du premier qui laisse déjà passer les basses fréquences. Du Oui, coup, et l'effet du deuxième qui va laisser passer que les basses fréquences, ça fera 2 fois un premier ordre, ça fera bien un deuxième ordre. Mais il y a un petit souci, c'est lui, tu vois? ah oui, le courant zéro. Et Donc, oui, que si j'en mets bêtement un deuxième au cul du premier, eh bien le deuxième que je mets va absorber du courant sur le premier, du coup le premier ne va plus fonctionner à vide, du coup il fera plus correctement le travail. donc faudrait Donc mettre il va un falloir suiveur. trouver, hein? Un suiveur peut-être. Exactement, il va falloir trouver un moyen pour faire ce qu'on fait avec un suiveur, pour pouvoir les enchaîner sans qu'il y en ait un qui perturbe l'autre. Alors parlons des filtres actifs. Les filtres actifs de base. Le plus basique des filtres actifs en termes de montage, voilà ce que j'ai appelé montage à AOP fondamentaux. Alors, quel est le montage à AOP fondamental le plus basique des plus basiques? Eh bien, Un on vient de suiveur. l'évoquer. Voilà, exactement. On vient de l'évoquer, le suiveur, dont le schéma électronique avec un AOP est le suivant. On rappelle, j'ai mis plein de petites flèches avec marqué 0, que c'est aussi à ça que c'est sympa un AOP, c'est que ça consomme 0 ampère sur les deux entrées. Du coup, tu vois ce que tu me demandais. Si là je mets un filtre passif du premier ordre et que je l'envoie derrière, eh bien c'est cool parce que il va pas être chargé. Et le raisonnement, la démonstration est simple, hein, c'est le truc, ouais, machin, il y a un retour sur la patte moins, donc on a V plus égale V moins, l'entrée égale à V plus, la sortie égale à V moins, conclusion, on a la sortie qui est égale à l'entrée, c'est bien un suiveur. Et avec le truc, ben, c'est pour ça que je mets la valeur du courant ici en sortie. Là, il y a 0 ampère qui va être demandé par là, mais là, il peut y avoir des ampères qui sont fournis, des milliampères qui sont fournis, parce que ici, bien sûr, on peut brancher quelque chose, un autre montage, et c'est le montage, c'est la charge de l'AOP qui va décider de la valeur de IS. C'est pas l'AOP qui décide combien il y a de IS qui sort, c'est si je mets une résistance grande, il n'y a pas beaucoup de IS, si je mets une résistance petite, il y a beaucoup de IS. Oui. Donc pour ça que j'ai résumé qu'IS, c'est la valeur demandée par la charge de l'AOP, et ça vaut 0 ou ça vaut pas 0, ça dépend de ce qu'on met. Et Oui, puisque d'accord. vous m'en avez parlé, ben évidemment, c'est ce qu'on va utiliser cette propriété-là de rien consommer et de pouvoir fournir pour faire un circuit, pour prendre l'exemple des graves, on va faire un circuit RC du premier ordre pour enlever déjà, pour pouvoir déjà garder les graves et enlever les aigus. On va l'envoyer là-dedans, comme ça, il sera bien à vide, sans courant de sortie, donc il marchera bien. Et puis, en sortie de lui, eh bien, on va remettre un deuxième circuit, ce qui fait que les deux circuits seront bien en cascade, mais sans perturbation de l'un avec l'autre. Et déjà, rien que comme ça, on aura un RC premier ordre, un RC, un autre premier ordre, on aura déjà un deuxième ordre. Et monsieur, Oui, la sortie IS, est-ce qu'on pourra la reprendre directement pour notre passe bas oui, aussi, notre passe oui, haut? oui, Ouais. oui, 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 parce que justement, on se dit là, l'AOP c'est un suiveur, là il y a un générateur de tension parfait, ça veut dire que je mette une grande résistance ou une petite résistance, ça ne vient pas perturber la sortie, la tension de sortie est toujours la même parce que il peut fournir plus ou moins de courant en fonction de la charge, mais sans être perturbé, sans avoir de problème avec la tension de sortie. Il est fait pour ça. Bon, bah, il y a un deuxième montage qu'on va regarder, c'est celui-là. Et donc celui-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça fait bizarre, mais ce montage et ce montage sont strictement les mêmes. Il n'y a pas de courant ici qui rentre dans la patte moins, donc il n'y a pas de courant à travers la résistance. Comme la tension au bande de la résistance, c'est U égale RI et que ça fait R fois 0, n'importe quoi fois 0, ça fait 0.
Donc la tension entre là et là, elle est nulle. Ça veut dire que la tension ici est égale à la tension ici. Ça veut dire que mon entrée, elle vaut toujours V+, qui vaut V-, parce que c'est la OP, et que la tension V-, eh bien normalement, ça vaut la sortie moins la tension U, mais la tension U est nulle. Donc ça fait bien que mon entrée est égale à ma sortie. Mon entrée est égale à ma sortie. C'est bien un suiveur. Alors, votre camarade m'a parlé d'ampli. Bien entendu, le deuxième montage fondamental, c'est un truc du type, bon, on a l'inverseur, mais on va se contenter du non-inverseur. L'amplificateur non-inverseur. Et la différence, c'est très faible, on pourrait croire que c'est subtil, mais là, au lieu de la résistance ici, qui revient toute seule sur l'entrée moins, là, il y en a une deuxième qui va à la masse. Et ça change tout. On démontre que sa sortie, la sortie ici, elle vaut 1 plus le rapport R2 sur R1 fois l'entrée. Et donc, ça veut dire que la sortie, elle vaut un certain coefficient A fois l'entrée. A, c'est l'amplification. Puis comme le A, ça vaut 1 plus R2 sur R1, 1 plus n'importe quoi, c'est forcément plus grand que 1. Ce montage-là, il amplifie forcément. Il amplifie forcément. Bon, voilà, ça ne peut pas être inférieur à 1. C'est forcément supérieur. Allez, au pire, ça peut être égal à 1, mais ça ne peut pas être inférieur à 1 comme rapport entre la sortie et l'entrée. Alors, bien entendu, on garde la propriété que ce qui va venir d'ici travaillera en fournissant un courant nul, donc un filtre passif, par exemple, ici, et que derrière, si je mets un autre filtre, il prélèvera le courant qu'il a besoin sans perturber l'AOP. Alors, comment va-t-on faire un amplificateur de grave? Puisqu'en fait, on a dit, bah, je peux faire un filtre passif passe-bas pour garder que les graves et atténuer les aigus. Pareil, je peux en mettre un deuxième si je veux, comme ça j'ai un deuxième ordre. Mais on a dit que, en plus de garder les graves et d'enlever les aigus, il faut faire plus que juste laisser passer les graves tels quels, il faut aussi les amplifier. Donc au lieu de juste amplifier le son, on va faire quelque chose où ça n'amplifie que les graves. Ok? Alors comment faire ça? Bien regardez. Vous voyez ce montage? Ben, c'est très proche de ce qu'on vient de voir. On voit ici toute la partie avec les deux résistances, ça fait un amplificateur. Mais s'il n'y a pas le condensateur, ça amplifie toutes les fréquences de la même manière. Maintenant, je rajoute un condensateur en parallèle sur la résistance R. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, en basse fréquence, mon condensateur, c'est un circuit ouvert. Donc quand je suis en basse fréquence, qu'est-ce que je retrouve? Ça n'existe plus. Je retrouve la résistance à la masse. Je retrouve quoi? La structure de l'amplificateur de tension. Donc en basse fréquence, ma sortie est amplifiée par rapport à l'entrée. Vous suivez ou pas? Oui. Oui. Et même raisonnement, vous voyez pourquoi je vous ai rappelé le truc du condo. Bon, bah ça c'est en basse fréquence, le condo est un circuit ouvert. Mais en haute fréquence, le condensateur est un circuit fermé, est un fil. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, bah, je vous rappelle qu'une résistance, si je mets un fil entre les deux bornes, la résistance, elle ne sert plus à rien. J'ai un court-circuit. Et qu'à ce moment-là, ici, puisqu'il y a un fil, même qu'il y ait cette résistance ou qu'il n'y ait pas cette résistance, je retrouve que ma sortie qui est là, elle revient sans être modifiée jusqu'à l'entrée moins. Et que du coup, ça me fait toujours E égale V plus égale V moins, qui est égal à la sortie. J'ai donc S égale E. Je retrouve le montage suiveur en basse fréquence. Ouais. Donc ça En va haute fréquence. amplifier que en graphe, que quand il y a des basses fréquences, c'est ça? Voilà, en haute fréquence, je retrouve un suiveur. Et oui, et du coup, regardez, on peut représenter symboliquement le diagramme de Bode qui représente la variation de l'amplification en fonction de la fréquence. Ben, bien sûr, ça veut dire que vous voyez, en basse fréquence, on a une amplification, on est au-dessus de 0 dB, on donne de la patate au son pour les graves, alors qu'en haute fréquence, en haute fréquence, la sortie est égale à l'entrée. Je vous rappelle que ça veut dire qu'on a une amplification de 1,
et que 20 log de 1, ça fait 0 dB. On est là, d'accord? Donc, on amplifie les graves, on n'amplifie pas les aigus. Oui? Et entre les deux, bien sûr, on va passer, pas d'un coup, on va passer progressivement d'une amplification forte à une amplification de moins en moins forte jusqu'à plus d'amplification du tout. Voilà. Je vous informe, parce que ça, il faudrait faire des calculs beaucoup plus longs et compliqués à votre niveau pour les trouver. Et tout simplement, si là il y a R et si là il y a C, le moment où on arrête d'amplifier au maximum, c'est 1 sur RC. Attention, c'est oméga, c'est la fréquence de coupure du filtre actif. C'est oméga qui vaut 1 sur RC, ce n'est pas F. Monsieur, j'ai une question. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer la capacité d'un condensateur dans ce genre de montage, par exemple? J'imagine qu'on va devoir utiliser... Enfin, en fait, je sais pas, parce que là, bien sûr, vous nous dites d'utiliser un condensateur, mais quelle valeur donner à ce condensateur? Ah bah, regarde, en fait, c'est ce que vous allez avoir à faire en dimensionnement dans les séances de TP. Ben, en fait, on va venir de la fin. En fait, on va vous dire, ça, j'ai envie que ce soit 500 Hz, par exemple, d'accord? Ou Ouais. 200 Hz. Je crois que c'est 200 Hz qu'on vous dit. Bon, peu importe, 200 Hz. Pour dire, tout ce qui est inférieur à 200 Hz, c'est des graves, je veux les amplifier. Tu me suis? Donc, si on te dit que ça, c'est 200 Hz, indirectement, avec la bonne formule, puisque c'est 200 Hz alors que là, c'est oméga, eh bien, tu trouves R fois C. Ouais. Ouais. Ensuite, bah, oh, ça m'énerve cette souris. Ensuite, bah, le R, tu vas pouvoir le calculer parce que là, on va te dire, j'ai envie d'amplifier par 20 ou par 30 ou par 10, d'accord? Ouais, donc on va choisir la valeur de la résistance Donc, qui on nous va convient. s'imposer, exactement, on va s'imposer une résistance et on va choisir l'autre pour que ça fasse l'amplification voulue. Et comme maintenant tu connaîtras la résistance et que tu connais la valeur de R fois C, tu en déduiras la valeur du condensateur qu'il faut rajouter pour que ça coupe à la bonne fréquence. Alors, à votre avis, la suite, ça va être quoi? Amplificateur d'aigu. Aigu. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une intuition, une idée, quel Bobine. montage va permettre de faire l'amplification des aigus? Avec une bobine, non? On va utiliser du L oméga. Alors, ça marcherait complètement. Si je mets à la place du condensateur une inductance, ça devient un amplificateur de aigu. Mais les inductances, c'est gros, c'est cher, c'est pas cool. Donc, je veux faire Je veux un amplificateur de aigu, mais qui utilise aussi un condensateur. Même si ta réponse est tout à fait juste. On met le condensateur en bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Où ça? À côté de R1, non? Je sais pas. À côté, qu'est-ce que tu entends par à côté? En série avec R1. Ouais, bien ouais. Amplificateur de aigu. Je mets le condensateur en série avec R1. Qu'est-ce qui se passe? En basse fréquence, ça devient un circuit ouvert. C'est là qu'il faut bien avoir en tête le suiveur. Regardez. Si là, la résistance R1, elle n'est plus branchée à rien, elle n'existe plus. Il n'y a pas de courant dedans, elle n'existe plus. Je me retrouve avec la sortie qui revient sur l'entrée moins à travers une résistance dans laquelle ne passe pas de courant. Donc je me retrouve, dans le cas de figure de tout à l'heure, je me retrouve dans le cas du suiveur. Ouais, en basse fréquence, je suis un suiveur. Alors qu'en haute fréquence, le condensateur est un court-circuit. Je retrouve la structure de l'étage amplificateur. Toujours d'accord? Ma sortie est amplifiée. Et que donc, mon diagramme de Bob, en basse fréquence, je fais x1, donc 0 dB. En haute fréquence, j'amplifie. Toujours de la même valeur, 1 plus cette résistance sur celle-là. En dB, qu'il faut passer. Il faut faire 20 log de ça pour avoir le vrai diagramme de Bob. Mais... oui ou non? Et bien sûr, entre les deux, on ne va pas y aller d'un coup. On va, alors, comme c'est un circuit RC, c'est du plus 20 dB par décade ou du moins 20 dB par décade, puisque c'est juste un circuit RC finalement. Hein. C'est pas, j'amplifie pas, et puis d'un coup, j'amplifie. Hein. Ça va monter progressivement. Mais à partir d'une certaine fréquence, j'aurai une amplification maximale et constante.
Et cette pulsation, eh bien, de la même manière que c'était le couple RC qui avait là en parallèle qui définissait la coupure de l'amplificateur de grave, c'est le couple RC qui est là, faites-moi confiance. En deuxième année ou en fin d'année, si vous êtes chaud, le calcul se fait assez facilement, mais bon, il faut avoir un petit peu bourlingué. On ne va pas s'embêter avec ça pour l'instant. C'est 1 sur R1C. Et là encore, évidemment, si là je mets un circuit passif RC ou CR, eh bien, il fonctionnera à vide grâce à l'AOP, et que là je mets en cascade un autre circuit passif CR, il fonctionnera sans problème parce que l'AOP lui fournira le courant qu'il a besoin sans être perturbé. Ça va me permettre, grâce à ça, de mettre un premier ordre passe haut, un ampli, mais qui fait aussi quelque part passe haut. C'est pas un passe haut, mais en tout cas qui amplie un passe haut, un ampli qui amplifie que les aigus, et un autre passe haut. Conclusion, j'aurai au final une sélection qui ira jusqu'à un troisième ordre. Ce qui va permettre d'avoir un résultat où les aigus sont bien séparés des graves. Ouais, j'ai une question, elle peut paraître toute bête, mais j'arrive pas à comprendre le fonctionnement en basse fréquence. En fait, je me Ici, dis, là, oui, parce comment on que passe de là à là? en fait, j'ai compris que le condensateur en basse fréquence, il se comporte comme un interrupteur ouvert, Ouais. mais R1, il reste connecté. En fait, après, il est connecté à rien, Et donc bah oui, donc tu vois, regarde, ça, apprenez ça. Parce que des fois, vous faites ces erreurs-là quand vous faites un câblage, quand vous faites un montage électronique, quand vous faites un schéma électronique. Eh bien, une résistance, tu vois, qui est branchée à rien, Hmm, que je la mette ou que je la mette pas, ça change quoi? bah, rien du tout. Rien du tout. Donc, dans ta tête, comme là, elle est plus reliée, tu l'enlèves. Elle n'existe plus. Elle est plus là. Ouais. Voilà. Et du coup, puisqu'elle est plus là, tu vois, on voit bien qu'on retrouve le montage suiveur sur lequel j'ai un peu insisté. Ah oui, il y a une résistance, mais il y a que, elle est toute seule maintenant, cette résistance. Celle-là, elle n'est plus là. Oui, donc suiveur. Donc, Ouais, donc c'est un suiveur.